L'histoire de l'Afrique n'a pas commencé avec la colonisation. Elle ne peut pas se réduire à quelques siècles de violence européenne, même si cette période a été brutale. Elle n'a pas commencé non plus avec l'islam ou le christianisme. Longtemps avant le 7e siècle de notre ère, nos peuples existaient, pensaient, rêvaient, construisaient des villes, observaient les étoiles et marchaient déjà debout. L'Afrique portait sa propre lumière, son propre souffle, ses propres lois, bien avant que le monde extérieur ne s'intéresse à elle. Peu à peu, cette lumière a été recouverte par des récits imposés. Des mémoires étrangères, des interprétations venues d'ailleurs, ont pris la place de notre propre narration. Les manuels scolaires parlent beaucoup de la colonisation européenne à partir du XVe siècle, mais ils ne disent presque rien des siècles précédents. Cette vidéo veut remettre en lumière une part oubliée de notre passé. Une part essentielle qui explique encore aujourd'hui nos divisions, nos peurs, nos fragilités, nos conflits internes. Quand un peuple ne sait plus ce qu'il a été, il ne comprend plus ce qu'il devient. Ce chapitre dérange. Il remet en cause des puissances, des alliances, des récits religieux et politiques bien installés. Il oblige à parler d'esclavage, de conquête, de conversion forcée, mais aussi de science, d'architecture, de philosophie africaine. Beaucoup préfèrent le laisser dormir. Pourtant, une blessure qu'on refuse de regarder ne guérit jamais. Elle s'infecte, elle contamine l'âme, elle empoisonne les relations entre voisins, entre familles, entre nations. Comprendre cette histoire, ce n'est pas accuser. Ce n'est pas juger les croyants d'aujourd'hui. C'est se retrouver. C'est rouvrir le livre de notre existence là où des pages ont été arrachées. C'est le premier pas pour reconstruire notre dignité. Avant les grandes pénétrations étrangères, l'Afrique était un monde vaste, riche, profondément structuré. Des royaumes comme Kemet, que l'on appelle aujourd'hui l'Égypte ancienne, prospéraient déjà plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Plus tard, des empires comme le Ghana ancien entre le 9e et le 13e siècle, puis le Mali entre le 13e et le 15e siècle, puis le Songhai au 15e et au 16e siècle, organisaient le commerce, la justice, la guerre, la paix. Rien n'était chaotique. Chaque peuple savait comment préserver l'équilibre entre la vie, la nature, les ancêtres et la communauté. Les sciences africaines existaient et se vivaient. Les pyramides d'Égypte, construites autour du 27e au 25e siècle avant Jésus-Christ, ne sont pas seulement des tombeaux. Elles sont la preuve d'un génie mathématique, architectural et astronomique impressionnant. Leur alignement sur les étoiles, leur précision géométrique, leur stabilité à travers les millénaires défient encore les ingénieurs d'aujourd'hui. L'Égypte noire ancienne, avec ses dynasties nubiennes, connaissait le principe de Maat. Maat n'était pas qu'une déesse. C'était un code. Un système complet d'éthique, de justice, d'équilibre et de vérité. Une philosophie qui guidait les décisions politiques, économiques et familiales. Plus au sud, au Mali, les Dogons observaient le ciel depuis des siècles. Leur connaissance de l'étoile Sirius et de son compagnon invisible, connu en Europe seulement à partir du 19e siècle, pose encore des questions. Au Zimbabwe, les bâtisseurs du Great Zimbabwe, entre le 11e et le 15e siècle, élevèrent des murs monumentaux sans ciment, parfaitement imbriqués. Au Nigeria, les bronzes d'Ifé et de Bénin, créés entre le 12e et le 16e siècle, témoignent d'une métallurgie raffinée et d'un sens artistique extrêmement précis. Tout cela montre que l'Afrique pensait, mesurait, expérimentait. La transmission orale était la grande bibliothèque du continent. Les anciens étaient les gardiens de la mémoire. Les griots, apparus bien avant le XIIIe siècle, étaient les archives vivantes des royaumes. Les récits de fondation, les généalogies, les lois, les techniques de guerre et d'agriculture se transmettaient par la parole, par le chant, par le rituel. Les sociétés initiatiques, dans de nombreuses régions, formaient les jeunes pendant plusieurs années. La science ne se séparait pas de la vie. Elle se pratiquait, elle se chantait, elle se dansait. L'Afrique précoloniale n'avait pas besoin d'un modèle extérieur pour fonctionner. C'était un monde autonome, avec sa propre vision du sacré, du temps, de l'espace, de la famille. À partir du 7e siècle de notre ère, un nouveau souffle commence à traverser le continent. L'islam naît en Arabie au début de ce siècle, puis s'étend très vite. Entre l'an 640 et l'an 700, les armées et les marchands musulmans arrivent en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Algérie, au Maroc. L'Afrique du Nord devient progressivement une région majoritairement musulmane. Puis, entre le 8e et le 11e siècle, le mouvement descend vers le Sahel. Il ne vient pas seulement par la guerre. Il vient aussi par le commerce, par l'enseignement, par les mariages, par les alliances.
Les routes transsahariennes deviennent alors des artères majeures. L'or du Ghana part vers le nord. Le sel des mines du Sahara et du Sahel descend vers les savanes. L'ivoire, les plumes, les peaux, les tissus circulent. Et avec ces marchandises, circulent des idées. Une nouvelle vision de Dieu. Une nouvelle conception de la loi. Une nouvelle manière d'écrire. Une nouvelle manière de prier. Dans certains villages, des marabouts s'installent à l'ombre des arbres et enseignent le Coran. Ils écrivent sur des planchettes de bois. Ils guérissent avec des prières. Ils proposent des amulettes. Beaucoup de populations sont fascinées par cette nouvelle écriture, par cette nouvelle langue, par cette nouvelle autorité spirituelle. En parallèle, se développe ce que l'on appelle aujourd'hui la traite orientale. Dès le 7e siècle, puis pendant près de 14 siècles, jusqu'au 19e siècle, des millions d'Africains sont capturés et vendus vers le Maghreb, le Moyen-Orient, la péninsule arabique, la Perse, l'Empire ottoman. Les régions touchées vont du Sahel au Mozambique, en passant par le Soudan, le Tchad, la Tanzanie, le Congo. Les esclaves sont transportés à travers le désert ou par la mer, via des ports comme Zanzibar, Kilwa, Mogadiscio. Ce commerce est prospère pour certains, mais d'une brutalité extrême pour ceux qui le subissent. Une particularité tragique de cette traite est la castration d'une partie des hommes destinés au harem et au palais. Les témoignages de voyageurs et d'historiens rapportent des taux de mortalité terrifiants pendant ces opérations. Beaucoup d'hommes meurent avant même d'atteindre les marchés. Ceux qui survivent perdent la possibilité de fonder une descendance. C'est l'une des raisons pour lesquelles, malgré des millions d'esclaves africains envoyés vers le Moyen-Orient pendant plus d'un millénaire, il existe très peu de communautés afro-descendantes visibles aujourd'hui en Arabie, en Turquie, en Iran, en Irak. Le passé a été dissous. Les lignages ont été effacés des mémoires et des registres. À l'intérieur du continent, l'islam transforme aussi les royaumes. Dans certains cas, l'adoption de la nouvelle religion est volontaire, par conviction ou par admiration. Dans d'autres, elle est stratégique, pour bénéficier du soutien de puissances du Nord. Dans d'autres encore, elle est imposée par la force, comme lors des djihad du XIXe siècle, menés par Ousmane Dan Fodio dans la région du Sokoto à partir de l'an 1804, ou par El Hadj Omar Tall dans l'Ouest africain au milieu du XIXe siècle. À mesure que l'islam s'enracine, les noms changent. Les prénoms liés aux ancêtres ou à la nature sont remplacés par des prénoms arabes. Les élites s'arabisent, adoptent des vêtements, des langues et des codes venus du Nord, et parfois réécrivent leurs origines pour se rapprocher symboliquement du prophète ou de la péninsule arabique. Dans ce processus, certaines traditions millénaires disparaissent. Des rites d'initiation sont abandonnés. Des danses sacrées sont interdites. Des arbres, des rochers, des forêts autrefois considérées comme lieux saints sont déconsidérés, voire détruits. Le statut des femmes change aussi dans plusieurs régions. Là où certaines sociétés donnaient aux femmes des pouvoirs économiques ou politiques importants, des règles nouvelles réduisent parfois leur visibilité publique. Tout ne se transforme pas partout de la même façon, mais l'équilibre général des sociétés est profondément modifié. Ces transformations n'ont pas seulement un effet social. Elles créent aussi un choc intérieur. Peu à peu, une partie des Africains commence à penser que ce qui vient de chez eux est inférieur à ce qui vient d'ailleurs. L'idée de supériorité religieuse s'installe. Les systèmes spirituels africains sont traités de païens, de tsal, de diaboliques. Les jeunes n'apprennent plus la logique profonde des rites, des proverbes, des symboles. Les anciens perdent leur place de gardiens de la sagesse. La chaîne entre les générations se casse. Une fragmentation identitaire apparaît. Certains Africains vivent mentalement dans le monde islamique. D'autres dans le monde chrétien, surtout à partir du XVe et du XVIe siècle avec l'arrivée des missions européennes sur les côtes. D'autres restent attachés aux traditions ancestrales, mais se sentent de plus en plus marginalisés. C'est ainsi que se crée une étrange situation. Un Africain musulman peut se sentir plus proche d'un Indonésien ou d'un Pakistanais musulman que de son voisin de village chrétien ou animiste. Un Africain chrétien peut se sentir plus proche d'un Européen ou d'un Coréen chrétien que de son frère africain musulman. La religion, qui devrait élever, devient parfois une frontière. Au lieu d'unir les peuples africains, elle les range dans des blocs qui correspondent à des géopolitiques étrangères. Le nord du continent regarde vers le Moyen-Orient. Le sud et l'ouest regardent vers l'Europe et l'Amérique. Entre les deux, les traditions africaines pré-islamiques et pré-chrétiennes sont méprisées, ridiculisées, oubliées. Pourtant, tout n'a pas été négatif dans cette longue histoire.
L'influence arabo-musulmane a aussi apporté des éléments positifs que l'on doit reconnaître si l'on veut être juste. L'architecture soudano-sahélienne, visible au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina Faso, en est un exemple. La grande mosquée de Djenné, reconstruite au début du XXe siècle sur un modèle plus ancien, est devenue un symbole mondial. Elle montre comment l'Afrique a intégré un style religieux étranger en lui donnant une forme, une matière et une âme profondément locales. Les manuscrits de Tombouctou, produits entre le XIIIe et le XVIe siècle, témoignent d'un intense travail intellectuel en théologie, en droit, mais aussi en astronomie, en médecine, en philosophie. Ils prouvent que l'Afrique ne faisait pas que recevoir le savoir. Elle y participait. Dans plusieurs régions, les langues africaines ont été écrites en ajami, c'est-à-dire avec des lettres arabes adaptées aux sons locaux. Le peul, le haoussa, le wolof, le mandingue ont ainsi été transcrits. Cela a permis de préserver des poèmes, des lettres, des contrats, des chroniques. Des étudiants africains sont partis étudier à Fès, au Caire, à Kérouan. Ils ont ramené des idées, des livres, des méthodes. Des alliances politiques et militaires ont été conclues pour résister à d'autres menaces. L'Afrique n'a pas seulement subi l'influence arabo-musulmane. Elle l'a transformée, elle l'a digérée, elle l'a parfois utilisée à son avantage. Alors pourquoi l'école n'en parle presque pas? Parce que ce sujet est sensible. Il touche à des relations diplomatiques actuelles. Beaucoup de pays africains dépendent encore de financement, d'aide ou de soutien politique venant du monde arabe ou de pays musulmans. Parler ouvertement de la traite orientale, des castrations, des violences, des conversions forcées, peut déranger ces alliances. De l'autre côté, parler du rôle des missions chrétiennes dans la destruction de certaines traditions dérange aussi les partenaires occidentaux. Il y a le poids religieux, aussi. L'Afrique compte aujourd'hui des centaines de millions de musulmans et de chrétiens. Aborder les blessures liées à ces religions peut être perçu comme une attaque. Alors on se tait. Ce silence évite les conflits, mais il empêche la guérison. Les conséquences sont visibles aujourd'hui. Une partie de la jeunesse africaine idéalise le Moyen-Orient où l'Occident et méprise ses propres traditions. Les masques, les initiations, les cosmologies sont vus comme du folklore ou de la sorcellerie, alors qu'ils contiennent une sagesse profonde sur la vie, la mort, le temps, la communauté. Beaucoup d'Africains se sentent étrangers à leur propre culture. Ils vivent dans des corps africains, mais avec des esprits qui cherchent des repères à l'extérieur. Cela crée une fragilité intérieure. Une identité tirée entre trois pôles, l'héritage arabe, l'héritage chrétien, l'héritage européen. L'Afrique porte aujourd'hui ces trois héritages étrangers. Ils font partie de notre réalité. Ils ont apporté des choses. Ils ont aussi pris beaucoup. Aucun ne doit être diabolisé, car la haine n'a jamais construit une civilisation. Mais aucun ne doit effacer notre fondation. Avant l'islam, avant le christianisme, avant l'Europe, nous avions nos dieux, nos cosmologies, nos rites, nos codes éthiques, nos lois, nos manières d'habiter le monde. Cet héritage-là ne doit plus être traité comme une honte. Il doit redevenir un pilier. La vraie maturité consiste à reconnaître l'histoire complète. Reconnaître les blessures laissées par la traite orientale, par la colonisation européenne, par les missions religieuses agressives. Reconnaître aussi les apports intellectuels, artistiques et spirituels qui ont enrichi certains l'espace africain. La lumière et l'ombre. La souffrance et la création. Quand nous acceptons cette complexité, nous cessons d'être des enfants de l'histoire. Nous devenons ses auteurs. Il est temps de retrouver notre centre. De faire la paix avec nos ancêtres. De respecter nos langues, nos symboles, nos spiritualités. D'être africains d'abord, et ensuite musulmans, chrétiens ou autres, sans contradiction intérieure. Il est temps de reconstruire notre âme, une âme blessée mais pas brisée, silencieuse mais pas morte. Une âme qui se réveille chaque fois que nous racontons nos histoires avec vérité. La guérison de l'Afrique commence par la vérité. Et la vérité commence ici, en acceptant de regarder cette longue percée arabo-musulmane, ses ombres, ses lumières, ses injustices, ses contributions. En reprenant notre narration. En nous rappelant que nous avons le droit de nous comprendre nous-mêmes. Et qu'un peuple qui se comprend peut enfin avancer, non pas contre les autres, mais avec lui-même, debout, lucide et fier.